Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. La crise grecque plonge la zone euro dans une période d'incertitude. L'annonce de la tenue d'un référendum a fait échouer les négociations de la dernière chance entre Alexis Tsipras et les créanciers de la Grèce. Analyse et débat dans cette édition. L'enquête sur l'attentat en Isère se resserre autour de la piste syrienne. Le djihadiste présumé Yassine Salih dément avoir agi par motivation religieuse. Cet après-midi, Bernard Cazeneuve était en Tunisie pour rendre un hommage aux victimes de Sousse. La Nouvelle-Calédonie à l'heure du choix. Le Sénat a adopté cet après-midi un projet de loi pour dire qui pourra voter lors du référendum sur l'autodétermination en 2018. On en parle avec notre invité ce soir, le sénateur Les Républicains Pierre Frogier. Après la rupture des négociations entre le gouvernement d'Alexis Tsipras et ses partenaires européens ce week-end, la Grèce a donc fermé ses banques ce matin. Coup d'envoi d'une semaine de turbulence de la zone euro dans l'attente d'un référendum. Flora Sauvage. Des retraits limités à 60 € par jour, des banques fermées jusqu'à dimanche, la Grèce est entrée en eau trouble. Après la rupture des négociations entre Athènes et ses créanciers, le Premier ministre grec Alexis Tsipras a annoncé que le plan d'aide serait soumis à un référendum dimanche prochain. Pour le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, un non au référendum s'apparenterait à un non à l'Europe. Lors d'une conférence de presse ce midi, il s'est dit trahi par les Grecs. Je suis profondément affligé, attristé par le spectacle qu'a donné l'Europe samedi dernier. En une seule nuit, la conscience européenne a pris un sacré coup. La bonne volonté s'est quelque peu évaporée. Lors d'un conseil restreint à l'Elysée ce matin, François Hollande a tenté de minimiser les conséquences d'une sortie de la Grèce de l'euro, tout en rassurant les Français. Alors que la bourse de Paris a dégringolé ce matin. Aujourd'hui, l'économie française est robuste, bien plus robuste qu'il y a 4 ans, et elle n'a rien à craindre de ce qui pourrait se produire. La Grèce a jusqu'à demain soir minuit pour rembourser les 1,6 milliard d'euros au FMI. Une échéance impossible à tenir, mais qui ne devrait pas avoir de conséquences immédiates, car le défaut de paiement ne sera notifié par le Fonds monétaire international que le 30 juillet, ce qui devrait offrir un peu plus de temps aux négociations entre la Grèce et ses créanciers. Y a-t-il réellement un risque de contagion? Hier, Manuel Valls déclarait que l'économie française ne pouvait être affectée par un Grexit. Faustine Saint-Geniès. Doit-on craindre des effets directs sur l'économie française? Très peu. La Grèce représente à peine 2% environ du PIB de la zone euro, un poids plume dans l'ensemble de l'économie européenne. Les relations commerciales entre la France et la Grèce sont également très faibles, ce qui préserve l'Hexagone d'un effet immédiat sur son activité. Mais la France a prêté à la Grèce 40 milliards d'euros directement ou via le Fonds européen de stabilité financière. Si elle doit faire une croix sur cet argent, y aura-t-il une augmentation des impôts? A priori, non. Il y a déjà une partie des prêts qui ont été faits à la Grèce, qui ont déjà été pris en compte et qui font partie de la dette de la France. Et en réalité, ce qui reste, c'est finalement assez marginal. C'est peut-être 1% de dette en plus pour la France, quand on est déjà à 98% d'endettement public. A priori, pas question donc de demander aux Français de mettre la main au portefeuille. Mais quel sera l'impact sur les marchés financiers? La dette des États est libellée sous forme d'obligations sur les marchés financiers. En cas de défaut de la Grèce, ces marchés inquiets vont demander une prime de risque et donc des taux d'intérêt plus élevés sur la dette de certains États. Le fait que la Grèce puisse faire potentiellement défaut et qu'on ait ces soubresauts justement politiques a des conséquences forcément sur les autres pays. Donc sur les pays périphériques qui sont les plus fragiles, sur l'Italie, sur l'Espagne, donc sur le Portugal par exemple, puisqu'effectivement on voit les primes de risque augmenter. La France pourrait alors pâtir de cette hausse des taux d'intérêt qui renchérirait le coût de sa dette publique. Mais la conséquence la plus préoccupante, c'est surtout le signal envoyé. Un message d'échec dans la construction européenne qui affaiblirait durablement les pays de la zone euro. 24h Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre
le débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir. Jean Bizet, bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Manche et vous êtes le président de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat. Vous arrivez de Bruxelles. Merci d'être avec nous. Face à vous, Richard Yung, bonsoir. Sénateur socialiste représentant les Français établis hors de France. Vous êtes vice-président de la Commission des Affaires européennes du Sénat. Messieurs, cette rupture des négociations, on a entendu Jean-Claude Juncker parler de trahison. Est-ce que vous partagez son analyse, Jean Bizet? Oui, il y a une très grosse déception de la Commission, du président Juncker, parce que beaucoup d'efforts a été fait depuis un certain nombre d'années. Ceci étant, M. Tsipras a joué un peu avec le feu et a imaginé cette fois-ci refaire, entre guillemets, le coup qui avait été fait, je crois, dans les années 2004-2005, d'effacer la dette privée, à l'époque, détenue par un certain nombre de banques européennes et mondiales, de 107 milliards. C'était il y a à peine 10 ans, si vous voulez. Et donc maintenant, la dette est essentiellement entre les mains de créanciers publics. Et cette fois-ci, on ne peut pas refaire ce même coup. Voilà. Richard Yung, effectivement, l'annonce de ce référendum a pris de court les partenaires européens. Le but décrit par Jean Bizet, c'est le but du gouvernement grec, selon vous, tenter d'effacer la dette? De toute façon, ça se terminera par un effacement partiel, on ne sait pas de combien. La moitié? Plus de la moitié, enfin on verra. Mais le moins possible. Ça se termine toujours comme ça, parce que l'autre solution, c'est d'acter qu'il n'y aura plus rien. Donc toutes les banques savent qu'il faut toujours négocier soit une maturité plus longue, c'est-à-dire des remboursements sur une plus longue période. Parce qu'après tout, je sais pas, il y a quoi, 300 milliards de dettes globalement? 322. 322. Oui. Bon, mais il y en a qui est à 3 semaines, 3 mois, il y en a à 30 ans. Donc, on peut lisser ça. Et puis l'autre sortie, et dont je pense qu'elle sera inévitable, c'est d'en effacer une partie. Avant de continuer ce débat, on va tout de suite prendre la direction d'Athènes. Nous sommes en ligne avec notre correspondante sur place, Angélique Kourounis. Bonsoir Angélique. Alors comment la perspective de ce référendum a-t-elle été perçue? S'est-elle fait ressentir sur place? Eh bien, ce référendum a été perçu un peu comme par une grande partie des Grecs comme un soulagement, une possibilité de sortir de l'impasse de ces 4 mois, presque 5, de négociations qui n'en finissaient pas, qui n'apportaient rien. Les Grecs avaient proposé plusieurs plans de réforme qui ont tous été rejetés les uns après les autres parce qu'ils n'étaient pas d'inspiration libérale comme le voulaient les créanciers. Du coup, comme Alexis Tsipras a été élu sur un mandat qui était de sortir de la crise tout en restant dans l'euro sans austérité, c'était ça son mandat, et il n'était plus possible de le mener. Il s'en est donc remis au peuple souverain, c'est aux Grecs de décider s'ils veulent accepter le plan que les créanciers ont proposé, qui était un plan avec un certain nombre de baisses dans les retraites et les salaires, ou s'ils veulent rejeter ce plan, auquel cas la Grèce va choisir une autre voie. Quelles sont les réactions politiques sur place, Angélique, aux propos de Jean-Claude Juncker sur cette trahison d'Alexis Tsipras? Pour tout vous dire, ça fait beaucoup rire les Grecs, ça fait beaucoup rire les internautes, ça fait beaucoup rire les journalistes, d'autant qu'un journaliste du Financial Times, qu'on ne peut pas quand même accusé d'être un gauchiste révolu, a clairement dit que les propositions des créanciers qui étaient de baisser, de supprimer les CAS, vous savez, ce supplément qui est donné aux retraites les plus basses, n'était rien d'autre qu'une baisse des salaires et des retraites. Donc M. Juncker doit se tromper ou doit pas très bien se rappeler de ce qui a été proposé. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que les télévisions grecques sont dans leur ensemble assez hostiles à M. Tsipras, et toutes ont relevé aujourd'hui que quand même c'est un peu pousser le bouchon un peu fort que de dire que les créanciers n'ont pas demandé des baisses et des retraites. Merci beaucoup Angélique pour toutes ces précisions. Retour à Paris. Une réaction peut-être, Jean Bizet, à ce qu'on vient d'entendre. On a vu comment étaient accueillies les annonces de Jean-Claude Juncker. Je pense que, si vous voulez, le peuple grec ne sait pas tout. Loin s'en faut. Et que M. Tsipras, à mon avis, ne dit pas la vérité au peuple grec. Je crois que ce qu'il faut très clairement dire à la faveur de ce drame, c'est un drame d'abord pour le peuple grec. Et il faudra, quel que soit l'avenir, et si l'avenir est un peu plus sombre en ce qui concerne les négociations avec la Commission, il faudra qu'on se tourne vers le peuple grec, c'est-à-dire faire en sorte
comme c'est déjà un petit peu le cas, donner à manger au peuple grec. On a vu au travers du rapport d'un de nos collègues, Simon Sutour, que droite et gauche confondues, nous avons voté que la fondation Niarchos délivre 60 000 repas par jour aux jeunes enfants, que l'Église orthodoxe délivre 10 000 également repas par jour. Donc, au-delà de cela, qui est un véritable drame humain, je crois ce qu'il faut dire, c'est que l'Europe, ce n'est pas un club à la carte. Il y a des règles, il y a des obligations et des devoirs. Est-ce qu'il faut, Jean Bizet, c'est ce qu'a dit aujourd'hui Nicolas Sarkozy, eh bien, arrêter de négocier avec Athènes? Moi, je suis tout à fait, j'ignorais la proposition de M. Sarkozy, mais je crois aussi c'est un avertissement à l'adresse de Podemos, à l'adresse également du mouvement 5 étoiles de M. Pepe Grillo, à l'adresse, ça n'a rien à voir, c'est surtout pas le même niveau, de nos amis anglais, pour dire attention, il y a des règles, nous les avons nous-mêmes, la France, l'Allemagne, transgressées à une certaine époque. Ouais. Eh bien, on ne peut plus cela parce que, si vous voulez, la situation devient de plus en plus fragile. Et comme l'a dit notre collègue, il est vraisemblable qu'au fil du temps, on efface certaines dettes. Mais dans la dernière proposition que faisait la Commission, il y avait quand même un effacement au travers de la maturité de la dette qui était allongée, au travers de la diminution des taux, il y avait quand même un effacement de près de 30 milliards d'euros. Richard Young, est-ce qu'il faut continuer les négociations, au contraire arrêter de négocier? Il faut être deux pour négocier. Or, Tsipras a montré que tout d'un coup, à 1h du matin, il a décidé de casser le vase, si j'ose dire. Donc pour l'instant... Pourtant, la France va tenter de se poser en médiateur. François Hollande l'a redit ce matin à l'issue d'un conseil restreint. C'est mieux de rechercher une reprise des négociations. Mais il faut voir sur quelle base, parce qu'en fait, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Soit le peuple grec vote non, et dans ce cas, non aux propositions, encore que les propositions ne sont pas toutes sur la table. Et oui, mais est-ce qu'on va aller jusqu'à ce référendum? Est-ce que cette semaine... Oui, ils vont le faire. Oui, ils le feront certainement dimanche. Il n'y a aucun autre scénario envisageable selon vous dans la semaine? Et dans ce cas-là, quelle politique, si c'est non, quelle politique est-ce que Tsipras va appliquer? On ne la connaît pas, cette politique, et il n'y en a pas. Et s'il vote oui, eh bien, il est obligé de partir. Si le peuple grec vote oui, il est obligé de partir. Donc, on est quand même dans une position, dans une espèce d'impasse, là, politiquement. Quoi qu'il arrive, il faudra respecter le choix souverain des Grecs, Jean Bizet. Absolument, bien sûr. Oui. Mais si vous voulez, c'est une palissade de dire que l'Union européenne a toujours grandi, s'est toujours maturée au fil des crises. Celle-ci, elle est majeure. C'est une crise, à mon avis, de maturité assez exceptionnelle. Mais même s'il y a un accord hypothèse d'école, comme l'a dit notre collègue, croyez-vous que le Bundestag, aujourd'hui, votera quelques propositions que ce soit qui seraient présentées par la chancelière? Croyez-vous que le Parlement finlandais votera également quelque chose? Quand on voit comment les Pays-Bas, comment le Portugal, comment l'Espagne, comment l'Irlande ont fait les uns et les autres de gros efforts, ces pays-là ne veulent plus que les contribuables, je dirais, européens. Est-ce que la France peut convaincre les partenaires européens les plus hostiles à la Grèce? C'est ceux qui ont fait des efforts. Oui. Et M. Tsipras demande que l'on assure les fins de mois des Grecs à hauteur de 36 milliards d'euros par an. Ce n'est pas concevable. Il s'est fait élire sur des propos particulièrement populistes. Il s'est allié, lui, qu'on pourrait comparer à M. Mélenchon, avec l'ANEL, qui est un parti d'extrême droite. Vous imaginez la France dirigée par M. Mélenchon et Mme Le Pen présenter des programmes de ce type? Non, il faut remettre tout à plat et sans doute, assurément, passer peut-être par une phase de sortie de l'euro qui n'est pas du tout orchestrée dans les traités. Oui, alors tous ces scénarios sur cette possible encroute de la Grèce. L'euro serait une défaite politique pour nous tous. Ça serait un symbole, je vois bien le coût, je vois bien ce que ça veut dire, mais politiquement, c'est quelque chose qui ne me paraîtrait pas aller dans le sens que nous voulons, qui est celui d'une Europe forte. Il y aura un effet domino également sur les économies, on l'a entendu. Les économies les plus fragiles, les pays périphériques, on parle du Portugal, l'Espagne.
La Grèce, c'est tout petit. Hein. Le 2% du PIB de l'Union, PIB hein. grec, c'est... Non, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Enfin, je crois pas. C'est pas noté. Je partage tout à fait. On mesure Richard. mal les effets. Hein. Mais, on le se souvient mécanisme justement européen- de Lehman Brothers aussi. Hein. Oui, mais le à l'époque, mécanisme on pensait européen- en avoir tout prévu, Jean Bizet. Le mécanisme européen de stabilité financière, l'union bancaire, que Richard Young connaît bien pour faire des rapports régulièrement sur ce sujet, sont autant de clés de sécurité pour éviter des contagions. Par contre, ce qui a été dit tout à l'heure par l'économiste de l'OCDE, je veux bien l'admettre, malheureusement, c'est-à-dire que au-delà, si vous voulez, de l'impasse qui fait à peu près une 50aine de milliards de la France, la remontée des taux d'intérêt coûtera très cher à la France. Avec 2000 milliards d'impasse budgétaire, 0,5 à 1% entre guillemets d'élévation du taux, c'est plusieurs dizaines de milliards de remboursements annuels supplémentaires. C'est ça le drame. C'est pour ça Manuel Valls s'est voulu rassurant pourtant hier, hein, en disant que l'économie française ne devrait pas être très affectée, Richard Young. C'est vrai, elle est plus solide qu'elle ne l'était quand il y a eu cette crise il y a 5 ans. Mais enfin, quand on dit il faut respecter la souveraineté du peuple grec, je suis un démocrate, je le fais, mais il faut aussi respecter celle du peuple français. Et le peuple français, il va payer 30 ou 40 milliards dans cette affaire-là. Donc c'est quand même normal qu'on ait notre mot à dire. On n'est pas des témoins muets. On a évoqué les différents scénarios à venir. Est-ce que vous pensez que d'ici dimanche, le gouvernement grec pourrait faire volte-face et renoncer à ce référendum et peut-être appeler les Grecs à voter ce plan de sauvetage? Est-ce que c'est envisageable? On ne sait pas si c'est un bluff. Jean Bizet. Peut-être c'est un joueur de poker et il est en train de voir. Oui, sur la personnalité si d'Alexis quelqu'un Tsipras. Je ne connais pas M. Tsipras. Je pense qu'il est arrivé au bout de l'exercice. Il s'est fait élire, si je puis dire, sur une profonde ambiguïté au moment où le gouvernement précédent, celui de M. Samaras, avait quand même réussi pratiquement à atteindre un équilibre, 0,5%, je dirais, d'excédent budgétaire primaire, si vous voulez. Et puis patatras, en proposant des propositions, si vous voulez, particulièrement démagogiques. C'est vrai que vouloir, entre guillemets, raser gratis, ça attire toujours le vote de ses concitoyens. Là, en l'occurrence, je pense que je suis d'accord avec mon collègue, c'est pas souhaitable que la Grèce sorte de l'euro. D'ailleurs, c'est pas prévu, encore une fois, par les textes. Seule la sortie de l'Union est cadrée au travers de l'article 50 de mémoire. Ceci étant, il faudra peut-être écrire ce nouveau chapitre. Et si, encore une fois, ça doit être la maturité de l'Europe, malgré que ça va nous coûter très cher, eh bien, il faut peut-être en passer par là pour rappeler, encore une fois, que l'Europe, c'est la solidarité, mais la solidarité, ce sont des engagements qu'il faut respecter aussi. Richard Young, si on devait conclure sur les enseignements de cette crise grecque, on a entendu Jean Bizet parler d'une crise de la maturité de l'Union européenne. Oui. Il y a des crises régulières dans la construction européenne, et comme le disait Jean, là, on lui dit toujours, l'Europe grandit à travers, comme toutes les nations d'ailleurs, et tous les groupes de nations à travers ces crises. Moi, je pense qu'on peut encore négocier, mais en cadrant le débat. J'ai lu les 10 propositions qui sont sur la table, qui ont été rejetées, semble-t-il, par Tsipras. Il faut voir maintenant ce que lui il va dire par rapport à ça. Et maintenant, c'est à lui, c'est lui qui a la carte là. S'il le fait pas, eh bien, ils n'auront pas leur liquidité, le mécanisme de liquidité, voilà, et les queues vont se rallonger devant les banques et ça sera la misère pour le peuple, parce que c'est le peuple qui trinque comme toujours dans ces affaires-là. Comme toujours. Jean Bizet, sur les enseignements de cette crise en amont. Moi, je rebondirais juste sur les derniers propos de Richard Young. C'est souvent le peuple qui trinque. Et là, je reviens de Bruxelles où nous avons une réunion de mon groupe politique et nous avions un message qui était celui de notre président du PPE, Joseph Daul. Je crois que maintenant, si effectivement M. Tsipras va au bout de sa logique, c'est pas la nôtre, je crois qu'il faudra que l'Europe, toujours par esprit de solidarité, mais sous un autre angle, se retourne vers le peuple grec. Au travers, on peut imaginer, d'un plan Marshall purement alimentaire. Les réformes,
ils se débrouillent puisqu'ils ont cassé, si vous voulez, la main, ils ont refusé la main tendue que voulait leur proposer la Commission européenne. Mais il faudra faire en sorte que jeunes et moins jeunes eh bien, puissent manger. Je crois qu'on en est arrivé là. L'Union européenne se grandirait précisément en se portant au secours des plus faibles, c'est-à-dire effectivement le peuple. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce débat. On en vient à présent à l'enquête sur l'attentat commis vendredi en Isère. Le suspect dément avoir agi par motivation religieuse. Les enquêteurs se concentrent sur d'éventuelles connexions de Yacine Sali avec la Syrie. Le point avec Caroline Potier et Nathalie Guilloire. Des motivations qui restent troubles. Transféré hier au siège de la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire à Levallois-Perret, Yacine Sali, principal suspect dans l'attaque perpétrée vendredi dernier contre l'usine Air Products, rompt peu à peu son silence. Après avoir avoué le meurtre de son patron Hervé Corona, il affirme aujourd'hui ne pas avoir agi au nom de la religion. La mise en scène de son crime met pourtant en doute la simple thèse du contentieux personnel, tout comme les 2 photos envoyées à un certain Sébastien Younes. Rencontré en 2006, cet homme, connu des services de renseignement, se trouve actuellement en Syrie, où il combattrait dans les rangs de l'État islamique. Les enquêteurs de la DSAT essaient d'établir le lien entre le passage à l'acte de Yacine Sali et ses relations avec la mouvance djihadiste. La perquisition au domicile de l'auteur présumé de l'attentat en Isère n'avait pas permis de retrouver son passeport et de retracer ainsi son parcours en Syrie. L'interrogatoire de Yacine Sali doit se poursuivre jusqu'à demain soir, fin de ses 96 heures de garde à vue. 3 jours après l'attentat de Sousse en Tunisie, les ministres de l'Intérieur français, allemands et britanniques se sont rendus sur la plage de Port El-Kantaoui pour rendre hommage aux victimes. Ils se sont recueillis en compagnie de leur homologue tunisien sur les lieux du drame, alors que les tours opérateurs français ont reçu des demandes d'annulation en série pour les séjours réservés au mois de juillet. En bref, les 2 dirigeants d'Uber France placés en garde à vue par la police judiciaire parisienne dans une enquête sur l'application mobile Uber Pop. Depuis jeudi dernier, à la demande du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, le préfet de police de Paris a pris un arrêté interdisant l'activité d'Uber Pop, déjà proscrite par la loi Thévenoud de 2014. Une vague de chaleur va s'abattre dès demain sur la France. 26 départements seront placés en vigilance orange en raison d'un épisode caniculaire précoce et durable. Selon Météo France, le ministère de la Santé recommande de passer au moins 3 heures par jour dans un endroit frais, de boire fréquemment et d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes. Le Sénat vient d'adopter une modification du corps électoral de la Nouvelle-Calédonie en vue du référendum sur l'autodétermination de 2018. Le périmètre du corps électoral est une question à haute tension, en partie à la source d'affrontements entre Kanak et Caldoche dans les années 80. Yael Goujon. La question est simple. Quels sont les citoyens qui pourront voter lors du référendum sur l'autodétermination de l'île prévu pour 2018 ? On va choisir sur la liste électorale générale, donc tous ceux qui sont inscrits, les personnes qui ont des attaches avec la Nouvelle-Calédonie assez ancienne. Mais l'idée en quelque sorte est de dire que beaucoup de gens qui se sont installés en Nouvelle-Calédonie par plaisir, parce que le pays est accueillant, mais qui sont fonctionnaires et qui sont là depuis peu de temps, eh bien eux ne se prononceront pas sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement veut donc réserver cette élection aux Kanaks et à ceux qui avaient voté en 1998 lors du référendum sur l'accord de Nouméa. Ce sont 40 ans de division entre la population native kanak et la population caldoche venue d'Europe qui ressurgissent. Suite aux violences meurtrières des années 80, une première pierre avait été posée en 1988 lors des accords de Matignon, signés par le Premier ministre d'alors, Michel Rocard. L'accord de Nouméa le complète 10 ans plus tard, en 1998, prévoit une autonomie forte et repousse le référendum sur l'indépendance à 2018. 30 ans donc de négociations qui pourraient aboutir en 2018 sur l'indépendance de l'île. 30 ans, un temps nécessaire selon le gouvernement. Un certain nombre de sujets qui étaient extrêmement vivaces et conflictuels il y a 20 ans, eh bien aujourd'hui, avec le temps, les choses ont pu s'apaiser et on peut trouver des solutions ensemble. Si l'indépendance n'était pas votée, une deuxième et éventuellement une troisième consultation devrait être organisée. Et notre invité ce soir, Pierre Frogier, bonsoir, vous êtes sénateur Les Républicains de Nouvelle-Calédonie, merci d'être avec nous. Alors ce texte qui a été voté à la quasi-unanimité du Sénat, est-il satisfaisant pour vous ?
est d'autant plus satisfaisant que ce n'est pas le texte initial dont le gouvernement avait saisi le Sénat. En réalité, ce texte a été réécrit au comité des signataires du 5 juin et donc a fait consensus entre les principales forces politiques de Nouvelle-Calédonie et les signataires historiques. Et donc ce texte a été ensuite entériné par la commission des lois et voté effectivement à l'unanimité. C'est une très belle avancée parce que... Qu'est-ce qui posait problème dans le texte initial? On se souvient que vous aviez parlé de trucage des listes par l'État socialiste à un moment. Non, j'ai jamais dit ça. Non. Vos sources sont pas bonnes. Enfin, ressortez ça. C'était dans un article du Monde. Oui, bon, écoutez, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. En revanche, c'est un problème lancinant en réalité parce que c'est un sujet technique difficile. Mais enfin, vous avez deux dispositions majeures dans le projet de loi qui a été voté cet après-midi. L'une qui consiste à organiser le périmètre des électeurs qui auront à se prononcer pour le scrutin d'autodétermination, et d'autres dispositions, mais qui ont vraiment fait plus que polémique, puisqu'il y a 10 000 personnes qui étaient dans la rue au mois d'avril, lorsque le président Bartolone s'est rendu en visite officielle à Nouvelle-Calédonie. Et ceux-là sont très inquiètes du fait que chaque année, lors de l'examen des listes électorales pour composer le corps des élections provinciales, ces débats sont très violents parce que malheureusement il y a eu des décisions de justice qui ont été mal comprises et qui souvent vont à l'encontre de la volonté des signataires de 1998. Donc il a fallu reprendre tout ça et je vous répète, l'avancée du comité du 5 juin, c'est que nous avons pu, entre signataires, revenir finalement... Et qu'est-ce qui posait problème alors dans le texte initial? Je reviens à ma première question. C'est autant le fond que la forme. C'est-à-dire que depuis trop d'années, les signataires n'avaient pas d'espace pour pouvoir échanger entre eux. En réalité, l'État, enfin le gouvernement, mais je n'ai jamais stigmatisé une majorité ou une autre. Mais c'était une espèce de... C'était un espèce de procédé. C'est-à-dire qu'on consultait les différentes parties avant le comité des signataires, mais on ne les laissait pas débattre. Et là, voilà pour la forme. Nous avons pu débattre. Oui. Et sur le fond, s'agissant par exemple du scrutin de sortie, enfin du périmètre des électeurs concernés par le scrutin d'autodétermination, la plupart d'entre nous, et d'ailleurs ça ne correspondait pas aux négociations de 98, ne pouvaient pas accepter qu'il y ait une différenciation entre des populations, enfin des électeurs d'origine différente. C'est-à-dire que les Calédoniens de statut particulier, c'est-à-dire les Mélanésiens, étaient inscrits automatiquement, donc n'avaient pas de démarche à faire. Et les autres, la plupart des autres, avaient des démarches à faire, devaient se rendre à la mairie pour solliciter leur inscription. Et ça, ce n'était pas conforme à la volonté des signataires de 98. Mais malheureusement, le Conseil d'État, interprétant le texte et s'éloignant de la volonté politique, avait effectivement affirmé que les uns pouvaient être inscrits automatiquement et pas les autres. Et donc il a fallu encore une fois que des gens descendent dans la rue pour se faire entendre. Et c'est notamment ce sujet-là qui a été aujourd'hui écarté du fait que, enfin, cette crispation a été écartée du fait qu'aujourd'hui, la très très grande majorité des électeurs susceptibles de se prononcer en 2018 sera inscrite automatiquement sur les listes. Eh bien, merci beaucoup Pierre Frogier d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, ça vous regarde sur LCP Assemblée nationale. Bonne soirée, à demain.